Et comment on pourrait la résumer rapidement cette année 2022 d'Emmanuel Macron? Un bilan positif, négatif ou un peu entre les deux? C'est pas, je pense, à un journaliste de juger de l'action d'un président de la République. En tout cas, elle a été extrêmement portée sur l'international. Effectivement, la présidence française de l'Union européenne qui s'est transformée en une volonté de peser dans le conflit ukrainien. Il est en contact très souvent avec Volodymyr Zelensky. Il a appelé beaucoup Vladimir Poutine aussi. Il l'a fait pendant la période de la présidentielle. Il l'a fait ensuite l'été pendant son séjour sur le fort de Brégançon, comme il a l'habitude de le faire. Il appelait souvent Volodymyr Zelensky ou d'autres dirigeants internationaux pour échanger au sujet de la guerre en Ukraine. Et puis ça se termine encore le 13 décembre, c'était ces derniers jours, avec un sommet international en soutien au peuple ukrainien. Donc son année a été énormément marquée par la guerre en Ukraine. Et il y a une volonté d'Emmanuel Macron, très clairement, de s'afficher comme un dirigeant qui compte dans le monde pour régler la situation et la guerre en Ukraine. Absolument. On va revenir sur le 49.3 dont vous parliez tout à l'heure. À l'heure actuelle, Elisabeth Borne a fait passer 9,49.3. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du parti présidentiel d'autant faire passer le 49.3? On rappelle que ça n'a jamais été fait en si peu de temps. Évidemment, un gouvernement qui a une majorité relative forcément plus faible qu'un gouvernement qui a une majorité absolue. Donc oui, le gouvernement utilise le 49.3 aussi souvent parce qu'il n'a pas la possibilité de voter les textes. C'est d'ailleurs la propre de l'utilisation du 49.3. Après, là, sur les 9,49.3 depuis le début de l'année, on est sur des textes budgétaires où il y a donc une utilisation illimitée, possiblement illimitée du 49.3. Et il faut dire qu'un budget, c'est un peu un texte, d'ailleurs très compliqué, qui parle peu aux Français, mais sur lequel l'opposition peut difficilement adouber le gouvernement. On dit souvent que si on vote le budget d'un gouvernement, c'est qu'on est dans la majorité. Et si on vote contre, c'est qu'on est dans l'opposition. Donc c'est très compliqué d'aller convaincre l'opposition de voter le budget de la sécurité sociale. On va voir dans les prochaines semaines, avec le texte sur les retraites, avec la loi sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire. On va voir si le gouvernement va pouvoir se passer du 49.3 ou s'il va être mis en échec à chaque fois. Et là, on pourra parler de véritables faiblesses. Et d'ailleurs, on ira peut-être vers une dissolution. Mais pour l'instant, sur des textes budgétaires, c'est compliqué de juger de la véritable faiblesse ou pas du gouvernement. Parmi justement les partis qui n'ont pas voté en faveur du 49.3, enfin sur les gros 49.3, les Républicains qui affirment qu'ils ne veulent pas s'allier au parti présidentiel. En plus, c'est confirmé par le fait que dimanche dernier, Éric Ciotti a été élu président du parti. Quel intérêt pour eux de rester dans leur coin? Ils préparent l'après-Macron, en fait. Ils ont, selon Éric Ciotti notamment, aucun intérêt à s'allier à une force politique qui est peut-être amenée, selon eux, à disparaître après le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ce serait possiblement pour eux un désaveu, surtout qu'ils critiquent énormément l'action du gouvernement. Valérie Pécresse n'a pas été tendre pendant la campagne avec Emmanuel Macron, les autres candidats de la primaire LR non plus, Éric Ciotti et Michel Barnier. Donc ils n'ont pas intérêt. Et puis ils ont un peu le rôle d'arbitre en fait, les Républicains à l'Assemblée nationale. C'est eux qui apportent ou pas le soutien nécessaire au gouvernement, texte par texte, pour faire voter un texte. Donc ils sont pas très puissants, ils ont peu de députés, une soixantaine, mais ils ont un rôle d'arbitre. Et ce rôle d'arbitre, auquel le parti LR n'est pas habitué, puisque c'est quand même un parti droite républicaine, c'est quand même un parti historique, avec l'UMP, avec l'URPR. Et là, maintenant, ils découvrent un nouveau rôle, et il est particulier, mais ils n'ont aucun intérêt à sortir de ce rôle-là. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ne votent pas les motions de censure de LFI, du RN depuis le début de cette législature. Après, on verra à l'avenir, en tout cas, le jour où LR décidera de déposer une motion de censure, ils feront sauter le gouvernement. Ça, c'est une certitude. Donc c'est eux qui tiennent quand même le gouvernement. Ça leur apporte une certaine force. Et une crédibilité aussi à l'avenir, puisque s'ils décidaient de rejoindre la majorité, ils seraient quand même en difficulté dans 4 ans et demi pour expliquer que le bilan d'Emmanuel Macron n'était pas bon, etc. Ils préparent l'avenir, en fait.
il prépare l'avenir, et notamment avec Laurent Wauquiez, comme l'avait dit Eric Ciotti. C'est Laurent Wauquiez qui sera candidat normalement à la présidentielle 2027. On ferme cette page également du centre, ensemble, plus LR. On a dit qu'on faisait tout l'hémicycle, on va désormais partir à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne rassemble plus autant qu'il y a quelques mois. On s'en souvient, c'était très fort, l'engouement autour de LFI et de la NUPES. Quelles sont les raisons de ce naufrage des LFI ? Il est clair que LFI actuellement est à un moment charnière de son histoire. Il y a des tensions en interne, il y a aussi des difficultés maintenant. Là, pour vous dire, j'étais en reportage à Lille il y a 2 jours sur l'affaire Quatennens, donc, au moment où Adrien Quatennens n'est pas encore condamné par la justice, mais on sent chez certains jeunes qui votent LFI, qui sont attirés par le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui ont parfois voté pour lui très souvent à la présidentielle, qui ont voté pour un candidat LFI aux législatives. On sent une frustration, en tout cas un choc par rapport au discours de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'affaire Quatennens, qui a semblé minimiser l'acte d'Adrien Quatennens, en tout cas en apportant son soutien à son ancien lieutenant, à celui qu'on présentait comme son héritier. C'était également le cas de Manuel Bompard, qui vient de prendre la tête du parti en tant que coordinateur. Il y a un décalage entre ces prises de position de Jean-Luc Mélenchon et une jeunesse assez radicale. Et ça peut coûter cher à LFI dans les prochaines semaines. Si on ajoute à cela les tensions en interne à LFI, avec le fait que certains poids lourds de LFI ont été écartés de la nouvelle direction, Alexis Corbière, c'était très étonnant, mais aussi Clémentine Autain, François Ruffin. L'avenir nous dira si Jean-Luc Mélenchon est en train d'être fragilisé de l'intérieur. Mais en tout cas, c'est en train de bouger à la France Insoumise. Et on le voit d'ailleurs dans les prises de position de François Ruffin, qui fait la une de l'Obs et qui explique qu'il est social-démocrate. Clémentine Autain, quelques semaines plus tard, qui fait la une de Libé et qui demande plus de démocratie en interne. La parole se libère, en tout cas au sein de LFI, et certains jeunes sont déçus par certains propos de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est nouveau quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à présent, était extrêmement plébiscité par la jeunesse. Absolument, parce qu'on le voyait, il a quand même fait 17% aux dernières présidentielles, 131 sièges pour la NUP à l'Assemblée nationale. On va revenir sur le point des agressions sexuelles au sein de LFI. C'est pourtant pas nouveau dans le paysage politique d'entendre ça, d'entendre d'avoir ce genre de plainte. Mais pourquoi à la NUP, ça fait autant de bruit? Justement parce que la gauche de la France Insoumise, cette gauche-là, a beaucoup parlé et a fait des combats féministes un sujet majeur dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi dans la campagne législative. On a beaucoup entendu LFI parler de ces sujets-là. On a beaucoup entendu aussi certains députés LFI demander une forme d'intransigeance et une forme d'exemplarité totale des responsables politiques sur ces sujets-là. Donc forcément, l'affaire Coquerel, l'affaire Quatennens, leur revient un petit peu comme un boomerang. Et c'est d'ailleurs ce que ressentent certains militants et électeurs de la France Insoumise. Et comment ils pourraient s'en relever, justement ? Comment ils pourraient s'en relever ? Peut-être avec le temps. On verra. Adrien Quatennens a donc été sanctionné par LFI. Il est exclu du groupe pendant 4 mois. Il reviendra sûrement en avril sur les bancs de la France Insoumise. Ce sera accepté, ça, par la jeunesse ? Je vous dis, j'étais en reportage à Lille il y a 2 jours, dans la circonscription d'Adrien Quatennens, et beaucoup de jeunes de 20 ans qui ont voté pour ce député il y a quelques semaines expliquent qu'ils ne voteront plus jamais pour lui. Et menacent même, si la France Insoumise n'est pas plus intransigeant sur ces cas en interne, et de peut-être se tourner vers d'autres partis de gauche, peut-être plus radicaux. Donc oui, il y a un risque pour la France Insoumise. Mais l'avenir seulement nous dira, il faudra des élections en fait, pour voir si ça leur coûte vraiment cher ou si c'est uniquement des sujets très médiatiques, des sujets très polémiques. On verra s'il y a une incidence sur les résultats dans les urnes lors des prochaines élections. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la politique en France et des Français en 2023 justement ? Qu'est-ce qu'on doit attendre des Français ? De la politique française en 2023. De la politique française. Il y aura des sujets intéressants, il y aura des sujets très importants pour les Français
dès le début d'année prochaine. Il y a la loi immigration qui va là aussi créer quelques débats intéressants à l'Assemblée nationale. Va y avoir un texte sur le nucléaire, il y a le texte actuellement sur les énergies renouvelables. Donc c'est des sujets qui étaient au cœur de la campagne présidentielle. On verra si les Français se passionnent pour ces débats-là. C'est vrai que depuis le début de la législature, certes il y a eu les textes pouvoir d'achat pendant cet été, mais derrière, là ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est sur des débats très budgétaires. Il y a encore une fois le texte énergie renouvelable en ce moment à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut attendre les prochaines semaines, les prochains mois pour voir des sujets à l'Assemblée nationale qui peut-être concernent davantage les Français. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels, quand on fait des études d'opinion, les Français s'expriment beaucoup. L'écologie, l'immigration, c'est des sujets qui passionnent les Français. Donc on verra de quelle manière les débats se passent à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Et du côté du gouvernement juste en tant que tel, est-ce qu'on peut s'attendre également à une dissolution ou ça paraît impossible finalement? C'est vraiment trop tôt pour le dire, je pense. Encore une fois, on va voir si dans les prochains mois, le gouvernement arrive à faire passer des textes sans 49.3, puisque maintenant, le gouvernement en fait, ne peut plus utiliser le 49.3 qu'une fois, puisque c'est très compliqué le 49.3. Le 49.3 peut être utilisé de manière illimitée sur les textes budgétaires. Donc là, ils ont fait passer le budget de la sécurité sociale. Maintenant, il reste à savoir si la réforme des retraites va être passée dans un texte budgétaire, auquel cas ils pourront à nouveau utiliser autant de fois qu'ils veulent le 49.3. Mais après, sur des textes par exemple comme le texte immigration, sur le nucléaire, ils ne pourront pas l'utiliser à chaque fois. S'ils essuient de nombreux échecs, si le gouvernement essuie des échecs, à un moment donné, la question de la dissolution se posera peut-être. Si LR décide de déposer une motion de censure, la question se posera aussi. Pour l'instant, c'est trop tôt, et on va dire que la législature vient à peine de commencer. Et on voit mal Emmanuel Macron dissoudre l'Assemblée nationale demain matin. Mais il reste 4 ans et demi avant les prochaines élections présidentielles. Il peut se passer beaucoup de choses et c'est pas impossible. Ça peut arriver au cours de ces 4 prochaines années. Et puis je voulais quand même aborder, parce que juste avant on parlait de l'année 2023, donc il y a la préparation des européennes, on parlait de la NUPES. La nouvelle direction des Verts, par exemple, vient de dire qu'il n'y aurait pas de liste commune pour les européennes. Donc déjà, la NUPES est fragilisée. Ensuite, on verra si elle se maintient pour les élections présidentielles qui suivront. En tout cas, 2023 arrive très vite. Il y aura plein de choses encore à dire en 2023. Beaucoup de choix politiques qui vont être cruciaux et notamment qui impacteront plus tard la campagne présidentielle en 2027. Merci à vous. Nous, on se retrouve très vite pour l'émission télé des Pincettes de l'info, une fois par mois comme j'avais dit, et sinon en podcast toutes les semaines, le lundi, le mercredi et le vendredi. Merci à Natacha Louveau qui est à la réalisation de l'émission, à Cassim Alandin qui m'a aidé aussi à préparer l'émission. Puis nous, rendez-vous en 2023, à l'année prochaine.